Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire intitulé Découverte de Advanced Endpoint Analytics et Endpoint Privilege Management. Je suis Olivier Da Silva et je suis accompagné de Sébastien Vérol pour animer ce webinaire. Nous sommes tous les Bonjour. deux Cloud Solution Architect Modern Work chez Microsoft et nous accompagnons nos clients dans leurs projets de transformation digitale, principalement sur les technologies Microsoft Intune et Windows. Concernant l'agenda de ce webinaire, nous allons commencer par une introduction à Microsoft Intune et à l'add-on Microsoft Intune Suite. Ensuite, nous allons détailler deux fonctionnalités avancées de l'Intune Suite qui sont Advanced Endpoint Analytics et Endpoint Privilege Management. Et nous terminerons ce webinaire par des questions-réponses. N'hésitez donc pas à poser au fur et à mesure vos questions dans le chat et nous y répondrons soit directement dans le chat ou à la fin de ce webinaire. Alors, en introduction, je pense que vous connaissez tous la solution Microsoft Intune, qui est une solution d'UEM pour Unified Endpoint Management, qui va permettre de gérer et sécuriser le cycle de vie des périphériques d'entreprise, que ce soit des smartphones, des tablettes, des POS Windows, des macOS ou encore des Linux. Microsoft Intune va simplifier la gestion de vos périphériques grâce notamment à son portail unique. C'est une solution qui est connectée à Microsoft 365 qui va vous permettre de réduire la surface d'attaque grâce notamment à des règles d'accès conditionnel qui vont protéger vos utilisateurs finaux hybrides. Microsoft Intune va également améliorer l'expérience des utilisateurs finaux en fournissant des données à l'IT, permettant par exemple d'optimiser les performances de démarrage des postes, mais aussi de pouvoir faire du troubleshooting à distance. Cette solution unifiée pour gérer les terminaux en tout lieu ne couvrait pas l'ensemble des scénarios. D'accord? C'est pourquoi les clients cherchent à augmenter la gestion et la sécurisation des périphériques avec des solutions tierces pour combler les lacunes de certains scénarios. Je peux notamment citer le scénario du cycle de vie de la gestion des applications, qui a un besoin pour de nombreux clients, ou encore le scénario de prise en main à distance pour assister les employés où qu'ils soient, ou encore le besoin d'accéder aux ressources de l'organisation pour les périphériques personnels qui ne seraient pas enrôlés dans le MDM de l'organisation. Donc, il existe des solutions tierces sur le marché pour répondre à ces besoins et couvrir ces scénarios que je ne vais pas citer dans cette session. Mais sachez qu'augmenter la gestion des terminaux avec des solutions tierces va forcément multiplier le nombre de consoles d'admin pour l'IT et augmenter la surface d'attaque. C'est pour cela que Microsoft a sorti une suite de fonctionnalités avancées pour compléter Microsoft Intune qui s'appelle Microsoft Intune Suite, qui est disponible en Generally Available depuis le 1er mars 2023. Donc, dans l'Intune Suite, vous voyez sur ce slide que nous avons différentes fonctionnalités. Nous avons tout d'abord la fonctionnalité Remote Help qui va vous permettre de faire de la prise en main à distance depuis le cloud de vos périphériques et sur différentes plateformes. Nous avons une autre fonctionnalité qui s'appelle Advanced App Management qui sera disponible prochainement, qui va vous permettre de déployer très facilement des applications Win32 depuis un catalogue d'entreprise third party et vous aurez la possibilité également de mettre à jour facilement ces applications. Nous avons une autre fonctionnalité avancée qui s'appelle Cloud-Based Certificate Management, qui sortira plutôt sur la fin d'année 2023, qui va vous permettre de déployer des certificats clients sur vos périphériques sans avoir besoin d'héberger et de configurer une PKI interne. Ensuite, nous avons une autre fonctionnalité avancée qui s'appelle Tunnel for Mobile App Management, qui va permettre tout simplement d'accéder aux ressources de l'organisation sur des périphériques mobiles personnels à la fois iOS et Android qui ne seraient pas enrôlés dans la solution Microsoft Intune. Et nous avons deux autres fonctionnalités avancées
qui sont Advanced Endpoint Analytics et Endpoint Privilege Management, que nous allons détailler dans ce webinaire. Donc clairement, l'objectif avec cet add-on Microsoft Intune Suite va être de diminuer la surface d'attaque de vos périphériques, de simplifier la gestion, notamment avec un portail Intune qui est unique, et par conséquent derrière, de réduire les coûts. Alors, concernant le licensing, nous avons maintenant différents plans pour Microsoft Intune. Tout d'abord, nous avons Intune Plan 1, qui est le service de MDM et de MAM que vous connaissez. Donc, MDM pour Mobile Device Management et MAM pour Mobile Application Management. Intune Plan 1 est inclus dans les bundles Enterprise Mobility plus Security et Microsoft 365. D'accord. Ensuite, nous avons un add-on à Intune Plan 1 qui s'appelle Intune Plan 2, qui vient tout simplement ajouter deux fonctionnalités avancées supplémentaires qui sont Tunnel for Mobile App Management, que j'ai évoqué précédemment, et Specialty Device Management, que je n'ai pas évoqué précédemment, mais qui permet tout simplement de gérer et sécuriser des périphériques spécifiques. Ça peut être des salles de réunion ou encore des casques de réalité virtuelle. Donc, c'est généralement des périphériques Android qui sont enrôlés dans Intune dans le mode de gestion AOSP pour Android Open Source Project. Sachez que les périphériques de type Microsoft Teams, Rooms et HoloLens n'ont pas besoin de cette fonctionnalité avancée. D'accord? Une licence Intune Plan 1 sera suffisante pour gérer à la fois vos périphériques MTR et HoloLens. On peut donc dire que le plan Intune P2 est très orienté pour les frontline workers. Nous avons ensuite un autre add-on à Intune P1 qui s'appelle l'Intune Suite, qui va tout simplement inclure l'ensemble des fonctionnalités avancées que je vous ai évoquées précédemment. Sachez que certaines de ces fonctionnalités avancées peuvent être achetées en tant que standalone premium add-on. C'est le cas notamment pour la fonctionnalité Remote Help ou encore Endpoint Privilege Management. Ça sera le cas prochainement pour la fonctionnalité Advanced Endpoint Analytics et ça devrait être également le cas pour les fonctionnalités Advanced App Management et Cloud Certificate Management dès qu'elles seront disponibles. Alors, voilà pour l'introduction à Microsoft Intune et à l'add-on Microsoft Intune Suite. Je le rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat si vous en avez. Je vous propose maintenant de vous présenter rapidement la solution Endpoint Analytics avant de vous détailler les améliorations qui sont arrivées dans Advanced Endpoint Analytics. Alors, qu'est-ce que Endpoint Analytics? C'est tout simplement une solution d'EUEM pour End User Experience Management qui est disponible dans le plan Microsoft Intune P1. C'est-à-dire que les organisations qui ont les bundles EM plus S ou Microsoft 365 peuvent bénéficier de ce service qui est en Generally Available depuis septembre 2020. Donc, grâce à cette fonctionnalité, vous allez bénéficier de rapports, d'informations, de recommandations sur l'expérience des utilisateurs finaux avec leur poste de travail. Vous allez avoir des rapports notamment sur l'analyse des performances de démarrage et la fréquence des redémarrages. Vous aurez également des rapports pour savoir si vos utilisateurs finaux peuvent travailler depuis n'importe où avec leur poste. Et vous aurez aussi des rapports sur la fiabilité des applications qui tournent sur vos postes de travail. En plus de cette série de rapports, vous aurez une fonctionnalité qui s'appelle remédiation, qui va vous permettre de résoudre de façon proactive les problèmes sur les postes de travail de vos utilisateurs avant même qu'ils ne s'en rendent compte, qu'ils se plaignent et qu'ils ouvrent un ticket d'incident ou alors appellent le support. Je vous propose maintenant de vous montrer quelques rapports intégrés dans Endpoint Analytics à l'aide d'une vidéo dans notre tonneau de démonstration. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer comment configurer vos postes de travail à envoyer la donnée dans le service Endpoint Analytics de base. Donc, vous allez dans le menu Reports, Endpoint Analytics, dans la section Settings, et vous allez éditer le Configuration Profile de type Windows Health Monitoring. Dans les propriétés, vous allez tout simplement configurer ici le paramètre Health Monitoring sur Enable et vous allez mettre le paramètre Scope
à la fois sur Endpoint Analytics et Windows Updates, notamment si vous utilisez Windows Updates for Business. Derrière, il va falloir assigner ce configuration profile sur vos périphériques. Donc dans Node Tenant, on a utilisé le groupe virtuel Intune All Devices. D'accord. Ensuite, je vais vous montrer comment gérer l'accès au rapport Endpoint Analytics, du coup, pour vos administrateurs en utilisant le modèle de délégation Intune qui se base sur le framework Airbag. Donc pour cela, il faut aller dans Tenant Admin, dans Roles, dans All Roles. Et ici, vous aurez la possibilité de créer des rôles de sécurité personnalisés pour positionner des permissions sur l'objet Endpoint Analytics. Bien évidemment, derrière, ce rôle de sécurité sera associé, sera attribué à vos administrateurs qui pourront du coup visualiser les rapports Endpoint Analytics. Donc, dans la partie Endpoint Analytics, on a une section Overview avec un score global, donc qui est ici dans notre tenant de 68. Donc, c'est une note entre 0 et 100. Plus vous vous rapprochez de 100, mieux c'est. Derrière, cette note est divisée en différentes catégories. Comme vous pouvez le voir, on a une catégorie sur le côté performance de démarrage, une catégorie sur le côté fiabilité des applications et une catégorie sur le côté Work from Anywhere. On a des recommandations et vous aurez bien évidemment la possibilité d'avoir ce score global Endpoint Analytics à la fois par modèle, mais aussi par périphérique. Et ensuite, on va avoir une série de rapports pour chacune de ces catégories. D'accord, donc vous allez ici aller dans les menus de rapport, par exemple performance de démarrage, fiabilité des applications ou work from anywhere. Côté performance de démarrage, vous allez avoir différentes informations. Donc je ne vais pas voilà, vous détailler toutes les informations qui sont montées dans Endpoint Analytics, c'est clairement pas l'objectif de ce webinaire, mais on va avoir une note dédiée à la performance des démarrages. On va avoir du coup le temps de démarrage côté core boot, côté sign-in, des recommandations. On va avoir ces informations par modèle, ces informations également par périphérique. N'hésitez pas à chaque fois à aller dans le bouton colonne pour afficher les informations qui sont disponibles. Là, on voit qu'on a quand même pas mal d'informations, notamment le type de disque, le modèle, le nombre de redémarrages, du coup, dans les 30 derniers jours pour chaque poste, le nombre de blue screen durant les 30 derniers jours pour chaque poste également. Et si vous le souhaitez, vous avez la possibilité aussi de sélectionner un poste de travail dans cette liste pour basculer dans une autre vue où vous allez récupérer des informations d'historique, notamment sur les démarrages, sur les sign-in, sur les process qui peuvent impacter le temps de démarrage des postes. On a un onglet également pour avoir des informations sur la fréquence des redémarrages de votre parc informatique et vous pouvez facilement identifier si c'est des redémarrages normaux ou anormaux. Ensuite, on a une série de rapports sur le côté fiabilité des applications. Donc là encore, il va falloir aller dans les différents onglets, mais vous aurez des informations par application, par modèle, par périphérique, par version d'OS. On a une autre série de rapports sur le côté Work from Anywhere, avec encore là un score divisé en différentes capacités, comme on peut le voir, capacité Windows, Cloud Identity, Cloud Management, Cloud Provisioning. Si je vais sur Windows, ce qui peut être intéressant, c'est que je peux visualiser si mes postes Windows 10 sont prêts à migrer vers Windows 11. Donc là, ce n'est pas le cas de notre tenant. On voit les principaux bloqueurs. Si jamais je veux rentrer en détail pour chaque poste sur une capacité précise, j'ai un onglet associé. Donc là, je bascule par exemple dans l'onglet Windows et j'ai ces informations par poste. Et là encore, je vais avoir les informations globales Work from Anywhere à la fois par modèle, mais aussi je peux les avoir par périphérique. Donc voilà pour les rapports intégrés dans Endpoint Analytics. Donc c'était un rapide aperçu. Maintenant, je vous propose d'échanger sur la fonctionnalité remédiation qui est disponible également dans Endpoint Analytics de base. Comme je le disais précédemment, les remédiations sont tout simplement des packages de scripts qui vont vous permettre de détecter et résoudre des problèmes courants sur les appareils des utilisateurs avant qu'ils ne s'en rendent compte. D'accord? Donc c'est tout simplement
2 scripts PowerShell, un script de détection et un script de remédiation. Et bien évidemment, ces mesures correctives vont contribuer à réduire le nombre d'appels au support, mais aussi à diminuer le nombre de tickets d'incidents. Je vais vous donner un exemple avec le service Office. Peut-être que dans votre organisation, vous avez des postes qui ont le service Office 365 Click to Run stoppé. Et cela va générer des incidents parce que vos utilisateurs ne peuvent plus utiliser la suite Office. Donc, ce que vous pouvez faire dans la console Intune, c'est tout simplement créer un package de scripts. Vous allez ajouter votre script PowerShell de détection qui va venir vérifier si le service Office est démarré ou non. Et derrière, vous allez créer votre script PowerShell de remédiation qui va redémarrer le service. Bien évidemment, ce package de script, il va falloir l'assigner, soit sur un groupe de périphériques, soit sur un groupe d'utilisateurs selon votre besoin, et derrière mettre une planification. Par exemple, vous souhaitez que ce package de script s'exécute tous les jours, de manière hebdomadaire, de manière mensuelle, peu importe. Mais derrière, dans le workflow, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le script de détection va s'exécuter sur le poste. Là, dans notre exemple, il va vérifier si le service Office est démarré ou non. Si le service Office est démarré, le workflow s'arrête là. Si jamais le service Office est stoppé, on va venir exécuter le script de remédiation pour démarrer ce service Office. Et derrière, on va venir rejouer une nouvelle fois le script de détection pour s'assurer que le problème est bien résolu ou alors qu'on est sur un problème récurrent. Pour être compliant avec Microsoft, pour utiliser cette fonctionnalité remédiation, il faut bien évidemment avoir la licence Intune Plan 1, mais aussi la licence Windows 10 ou Windows 11 Enterprise. Sachez que cette fonctionnalité, du coup, a évolué récemment parce que depuis fin juin, nous avons la possibilité d'exécuter une nouvelle action distante qui va permettre d'exécuter une remédiation à la demande sur un poste spécifique. Donc cela va tout simplement permettre de résoudre les problèmes sans avoir à attendre qu'une remédiation s'exécute selon la planification qui a été configurée dans le package de script. Et bien évidemment, on aura la possibilité de suivre le statut de cette remédiation directement dans la console Intune. Donc cette fonctionnalité, pour le moment, est en public preview. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer cette action de run remédiation actuellement en preview en démonstration à l'aide d'une vidéo dans notre tonneau de démo. Donc on va avoir ici deux scénarios. Le premier scénario a pour objectif d'installer l'outil CMTrace sur un poste de travail de notre parc informatique qui ne l'a pas, dans un répertoire spécifique qui est C Windows System 32. Et le deuxième scénario va être tout simplement de supprimer le contenu sur un autre poste de travail dans le répertoire Download. Donc ici, je suis sur le client numéro 5 et je remarque que dans le répertoire C Windows System 32, je n'ai pas l'outil CMTrace. Ce que je vais pouvoir faire, c'est du coup créer un package de script. Donc pour cela, il faut aller dans Devices et remédiation. Petit point d'attention parce que si vous avez basculé sur la nouvelle expérience du menu Devices, vous ne verrez pas ce menu remédiation. C'est quelque chose qui est connu par le groupe produit qui travaille pour l'inclure. Et dans remédiation, c'est là où vous allez pouvoir créer facilement des nouveaux packages de scripts. Donc là, dans notre tenant, on en a déjà plusieurs. Je vais vous éditer par exemple le package de script install CMTrace. Et comme vous pouvez le voir, si j'édite ici les propriétés, je vais tout simplement venir charger mon fichier avec mon script PowerShell de détection. Là, je vais faire la même chose avec mon script PowerShell de remédiation et j'ai la possibilité de positionner quelques paramètres liés à l'exécution de ces scripts. Bien évidemment, derrière, je vais devoir assigner ce package de scripts, soit sur un groupe de périphériques, soit sur un groupe d'utilisateurs, toujours selon vos besoins, et mettre une planification. Donc ici, dans notre exemple, j'ai décidé de faire tourner ce package de script tous les 90 jours. Bien évidemment, je n'ai pas envie d'attendre 3 mois pour que CMTrace soit installé sur mon client numéro 5. Donc, je vais venir le sélectionner dans la console Intune et je vais exécuter cette nouvelle action distante de run remédiation, comme vous le voyez
à l'instant. Une fois que j'ai cliqué sur l'action Run remédiation, je vais accéder à l'ensemble des packages de scripts qui sont disponibles dans mon tenant. Je vais avoir la possibilité du coup de sélectionner le bon package de script ici install CMTrace, cliquer sur View Details pour revoir le contenu des scripts, donc à la fois détection et remédiation. Je vais pouvoir aller sur l'onglet Properties pour aller vérifier du coup les paramètres d'exécution de ces scripts et cliquer sur Run remédiation. Une fois que j'ai fait ça, j'ai bien une notification dans la console Intune qui m'indique que cette action de Run remédiation a bien été initiée. Dans la partie Overview, je suis censé voir mon action qui est actuellement avec le statut Pending. Et là, ce que je vous propose, pendant que cette action s'initie, c'est de passer sur le deuxième scénario où sur mon client, cette fois-ci numéro 4, vous le voyez, il y a des fichiers et des dossiers dans le répertoire Download. Donc là, sur la même approche, je vais exécuter un nouveau package de script sur ce poste de travail client 4. Donc je fais la même démarche, je le sélectionne, je vais dans l'action Run, remédiation. Là, j'ai l'ensemble de mes packages de script, d'ailleurs qu'ils soient assignés ou non assignés, parce que mon package de script Clear Download Folder ne possède pas d'assignement. Donc je vais le sélectionner, cliquer sur View Details, revoir le contenu des scripts. Donc là, dans mon script de détection, en fait, je sors forcément à 1. Donc ça va forcer en fait l'exécution de mon script de remédiation. Donc derrière, dans le workflow, je serai, quoi qu'il arrive, dans une erreur récurrente. Je vais aller dans Properties pour vérifier du coup les paramètres d'exécution. Et là encore, sélectionner Run remédiation. J'ai ma notification qui me dit que cette action a bien été initiée. Dans la partie Overview, l'action de remédiation est en pending. Et maintenant, je vous propose de suivre du coup l'exécution de ces scripts. Donc, je retourne sur mon client 5, je vois que l'action de Run remédiation est passée à complete. Et dans le menu remédiation, je suis capable d'avoir vraiment ici le statut précis pour mon package de script install CMTrace, à la fois pour le côté détection, mais aussi pour le côté remédiation. Ce qui est quand même intéressant, et bien évidemment en local, sur ma machine client 5, l'outil CMTrace est maintenant installé dans le bon répertoire et je peux l'utiliser pour aller visualiser des fichiers de log. Maintenant, côté client 4, sur le même principe, je vais voir que mon action de run remédiation est passée à complete. Je vais pouvoir basculer dans le nouveau menu remediation et ici, pour mon package de script clear download folder, récupérer le statut à la fois pour le côté détection, remédiation et en local sur ma machine client 4, je vois que les fichiers et dossiers ont bien été supprimés. Donc ça, c'était pour la présentation du coup de la solution Endpoint Analytics qui, je le répète, du coup est disponible dans Intune P1. D'accord. Et maintenant, je vais vous évoquer les améliorations d'Advanced Endpoint Analytics qui, pour le coup, nécessitent l'add-on Intune Suite. Donc pour le moment, il y a 3 améliorations dans Advanced Endpoint Analytics qui sont les Custom Device Scope, les anomalies et la chronologie améliorée des appareils. Donc, les Custom Device Scope vont tout simplement vous permettre d'utiliser des scope tags du modèle de délégation Intune pour diviser les rapports en sous-ensembles d'appareils. Vous allez donc pouvoir bénéficier des scores, des recommandations et des informations qu'on a vues précédemment dans Endpoint Analytics, mais pour un sous-ensemble d'appareils, par exemple des postes d'une région géographique spécifique comme la France. Ensuite, on a l'amélioration anomalie qui va surveiller la santé des périphériques de votre organisation pour détecter des régressions liées à l'expérience et la productivité de l'utilisateur. D'accord, donc ça c'est assez intéressant parce qu'on ne sera plus aveugle avec le service Endpoint Analytics et vous allez être au courant dès qu'il y a une régression sur votre parc informatique. Pour l'instant, on supporte uniquement 2 scénarios qui sont la régression sur la fiabilité des applications et les blue screens, mais cela va être enrichi au fur et à mesure. La troisième amélioration est la chronologie améliorée des appareils qui comprend plus d'événements et une latence de données plus faible pour faciliter la résolution des problèmes des périphériques. Donc ça, c'est une amélioration super intéressante, notamment pour des administrateurs qui souhaitent troubleshooter des postes de travail.
Donc, bien évidemment, je vais vous montrer ces améliorations en démonstration, mais d'abord quelques remarques pertinentes sur ces fonctionnalités avancées d'Endpoint Analytics. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'elles s'ajoutent au service Endpoint Analytics de base. Donc, il est important, dans un premier temps, d'inscrire vos appareils dans le service Endpoint Analytics de base, comme je vous ai montré précédemment avec le Configuration Profile de type Windows Health Monitoring. Il n'y a donc pas actuellement de processus d'inscription séparé pour les fonctionnalités avancées d'Endpoint Analytics, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez acheté la licence Intune Suite, et du coup, les fonctionnalités avancées vont devenir disponibles pour l'ensemble des appareils qui sont éligibles et qui sont bien évidemment enrôlés dans Endpoint Analytics de base. Il faut savoir aussi que les fonctionnalités avancées ne sont disponibles que pour les périphériques gérés par Intune. D'accord? C'est-à-dire que les périphériques qui sont tenant attach ne sont pas supportés par les fonctionnalités avancées d'Endpoint Analytics. Bien évidemment, les périphériques co-managés entre Intune et Configuration Manager sont bien supportés par ces fonctionnalités avancées. Sachez également, je l'ai déjà dit précédemment, mais que la fonctionnalité Advanced Endpoint Analytics est disponible que dans le cadre de l'add-on Intune Suite pour le moment. Vous n'avez pas la possibilité d'acquérir cette fonctionnalité en tant que standalone Premium Add-on, comme c'est le cas par exemple pour la fonctionnalité Remote Help ou alors Endpoint Privilege Management. Il ne sera pas non plus nécessaire d'associer la licence Intune Suite à vos utilisateurs pour bénéficier de cette fonctionnalité. Du moment que vous avez une licence Intune Suite active, les fonctionnalités seront disponibles. Alors, je vous propose de vous montrer maintenant ces améliorations. On va commencer par la fonctionnalité Custom Device Scope à l'aide d'une vidéo dans notre tenant de démo. Comme je l'ai expliqué précédemment, les Custom Device Scope Endpoint Analytics s'appuie sur les scope tags du modèle de délégation Intune. Donc, on va commencer par créer des scope tags dans Intune. Pour cela, il faut aller dans Tenant Admin, dans Roles et ensuite dans Scope Tags. Donc, moi, j'ai déjà plusieurs scope tags de créer dans notre console Intune. Je vais tout simplement éditer, par exemple, le scope tag Early Adopters. C'est assez facile. Vous créez un scope tag, vous mettez un nom, une description et vous associez un groupe de devices qui est dans Azure AD et l'ensemble des périphériques qui appartiennent à ce groupe de devices se verront affecter le scope tag Intune en question. Ensuite, je vais avoir la possibilité de retourner dans la console Endpoint Analytics, donc c'est toujours Reports, Endpoint Analytics, et dans Overview, je vais pouvoir cliquer sur le menu ici Device Scope, sur le lien Manage Device Scope, et je vais me retrouver avec deux onglets. Alors, il y a un onglet Pre-built Device Scope avec deux device scope, on va dire, intégrés. Le premier, c'est pour les périphériques qui sont gérés par MMD, donc Microsoft Managed Desktop. Et le second est pour les périphériques Windows 365, c'est-à-dire vos cloud PC. Donc, c'est des device scope intégrés que vous pouvez activer si vous avez ce type de périphérique dans votre contexte. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est d'aller dans l'onglet Saved Device Scopes et de créer tout simplement des Custom Device Scope Endpoint Analytics basés sur mes scope tags Intune. C'est ce que je vais faire ici pour le scope tag VIP. Donc, on est bien sur un Custom Device Scope Endpoint Analytics pour un scope tag du modèle de délégation Intune. Sachez que vous pouvez créer dans cette vue jusqu'à 100 Custom Device Scope et vous pouvez en activer jusqu'à 20 simultanément. Dès que vous activez un Device Scope, il sera tout simplement utilisable pour filtrer les rapports et les informations provenant d'Endpoint Analytics. Donc là, je vais activer le Device Scope VIP Devices. Alors, ça peut prendre jusqu'à 24 heures avant de pouvoir l'utiliser. Et là, maintenant, vous voyez que j'ai des recommandations, des informations, un score pour l'ensemble de mes périphériques qui envoient de la donnée au service Endpoint Analytics. Donc, le score global était de 68. Et là, je vais tout simplement filtrer en utilisant un Device Scope qui est mes post Early Adopters. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir des informations filtrées sur ce sous-ensemble d'appareils. Donc le score global est passé par exemple à 70, mais sachez également que l'ensemble des rapports seront filtrés sur mes périphériques que j'ai tagués Early Adopter, à la fois pour le côté performance de démarrage, fiabilité des applications
ou encore Work from Anywhere. Alors, je vous propose maintenant de passer sur les améliorations, anomalies et chronologie améliorée d'appareils. Donc, ça va être une démonstration à l'aide de screenshots. Comme je disais précédemment, dans les anomalies, on supporte pour le moment euh, deux scénarios qui sont la régression des applications et les blue screens. Donc là, je me retrouve sur un tenant, d'accord? Donc je vais dans la partie Endpoint Analytics, Reports, Endpoint Analytics, section Overview, j'ai un onglet Anomalie et là, je ne suis plus aveugle. Dès qu'il y a des régressions dans mon parc informatique, je vais avoir des anomalies qui vont être détectées. Là, on voit que j'en ai deux. Je vais aller sélectionner la première pour avoir un peu plus d'informations. On me dit qu'il y a une application qui a des crashs et des freezes sur plus de 5% de mon parc informatique dans les 48 dernières heures. Je vais récupérer des infos supplémentaires sur cette anomalie, notamment la sévérité, le nom de l'application, le nom de périphérique impacté, la date de création de l'anomalie, la date de la dernière occurrence. Je peux récupérer le modèle d'analyse utilisé, la root cause qui est pour le moment sommaire, mais ça va évoluer. Et j'ai la possibilité ici de cliquer sur le bouton View Affected Devices pour récupérer une liste de périphériques impactés par cette anomalie. Donc là, je vois mes deux périphériques avec un peu plus d'informations. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je vais pouvoir sélectionner un périphérique en particulier pour basculer dans cette fameuse chronologie améliorée des appareils afin de visualiser les events du poste. Donc là, c'est super intéressant pour un administrateur qui souhaite troubleshooter parce qu'il va avoir des events, là, en l'occurrence, de type boot, app crash anomalie. Sachez également, du coup, que cette device timeline a été améliorée très récemment parce que depuis, le mois dernier, donc on ne le voit pas sur ce screenshot, mais j'ai la possibilité d'exporter les events, j'ai la possibilité de les trier, je vais avoir la possibilité également de filtrer en utilisant le niveau de l'event, en utilisant la source de l'event ou encore en proposant en fait une feuille, tout simplement en proposant un temps, dans lequel je souhaite, rechercher mon event. Alors, très rapidement, on va avoir la même approche avec la deuxième anomalie. D'accord, donc je vais la sélectionner ici. On me dit que c'est une anomalie où il y a des blue screens sur mon parc informatique qui ont eu lieu dans les 2 derniers jours. Je vois notamment la sévérité high. Je vois que j'ai 4 périphériques impactés. Donc là encore, je peux cliquer sur View Affected Devices pour lister du coup mes périphériques impactés par cette anomalie. Et là encore, je peux sélectionner un périphérique en particulier pour basculer sur cette chronologie améliorée d'appareils, visualiser les events, troubleshooter, récupérer des erreurs code, des erreurs description. Je vois notamment que j'ai des events de type boot, logon, stop error, restart, anomalie. Donc ça peut être quand même super intéressant. Euh, alors, maintenant, quelle est la suite pour Endpoint Analytics? Donc déjà, ce qu'on a remarqué, c'est que les anomalies, clairement, ça permet de plus être aveugle, ça permet voilà, de surveiller l'état des appareils et d'être au courant dès qu'il y a des régressions sur l'expérience utilisateur et la productivité. Comme on l'a vu pour le moment, deux scénarios, sur les plantages de l'OS et sur les plantages d'applications. Dans la feuille de route, ce qui a été annoncé, c'est que potentiellement, on aura prochainement d'autres scénarios supportés, notamment l'état de la batterie, mais il y aura aussi des scénarios sur des anomalies pour les temps de démarrage et de connexion, pour l'utilisation d'applications ou encore la connectivité réseau. Et ce qui va être super intéressant, c'est qu'on va être capable d'aider les administrateurs à résoudre les problèmes plus rapidement et surtout de manière proactive, parce qu'on va être capable de faire de la corrélation de ces anomalies avec des événements de configuration survenant sur le poste de travail. Ça peut être l'installation ou la mise à jour d'un pilote ou l'installation ou la mise à jour d'une application afin voilà, de les accompagner dans la résolution et des root causes. Donc ça, globalement, ça a déjà commencé à arriver depuis le mois dernier où dès que vous avez une anomalie qui a une sévérité medium ou high, vous aurez des groupes de corrélation de périphériques avec des éléments en commun, par exemple un modèle, par exemple tel driver, et vous serez capable de récupérer la liste des périphériques qui ont cet élément en commun et qui sont impactés par l'anomalie, mais aussi des périphériques qui ont cet élément en commun qui sont à risque, qui ne sont pas impactés par l'anomalie, mais qui pourraient l'être dans le
futures. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être proactif. Dans la feuille de route, ce qui a été également annoncé, c'est que Endpoint Analytics devrait être supporté sur macOS et aussi sur les périphériques mobiles iOS et Android. C'est terminé pour la découverte du coup de la fonctionnalité Advanced Endpoint Analytics et je vais laisser la parole maintenant à Sébastien qui va vous détailler une autre fonctionnalité de l'add-on Intune Suite. Hop, bonjour à tous, je suis Sébastien Vérol et on va effectivement aborder le sujet Endpoint Privilege Management. Du coup, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la problématique va concerner la sécurité et la productivité. Et on le sait aujourd'hui, quand on fait de la sécurité, ça devient inversé corrélé par rapport à la productivité. Et donc, plus on va augmenter la sécurité, plus on va diminuer la productivité et inversement. Donc, en fait, aujourd'hui, la difficulté, c'est toujours de trouver le meilleur compromis. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est de permettre aux entreprises de sécuriser leur organisation tout en leur fournissant les outils dont ils ont besoin pour réduire leurs coûts de possession. Donc, les entreprises, elles vont avoir besoin de moyens d'exécuter de nombreux outils de diagnostic, par exemple, côté support. Et lorsque les utilisateurs finaux sont dans un état qui est catastrophique, généralement, pour exécuter ces outils-là, quand eux sont dans leur coin, on va avoir besoin de ce rôle administrateur. Aujourd'hui, le défaut que l'on peut voir chez certains clients, c'est de mettre les utilisateurs administrateurs de leur machine et donc d'offrir tout ce que cela va permettre en termes d'usage, mais surtout aussi en termes d'attaque. Donc du coup, ici, l'objectif, c'est bien de réduire les droits pour les personnes tout en offrant la possibilité d'aller exécuter via une élévation de privilèges ciblée des applications. Du coup, comme je le disais, pour ceux qui sont admins sur leur poste, c'est un souci. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les attaques contre les utilisateurs de type administrateur ont tendance en fait à produire des violations qui sont beaucoup plus importantes. Et c'est pourquoi la norme, c'est bien la norme, hein, c'est de mettre les utilisateurs standards possesseurs de leur machine et non pas les mettre en tant qu'administrateurs. Après, derrière, les utilisateurs standards, hein, ils peuvent effectuer des tâches telles que l'installation de périphériques comme un pilote pour la maison ou là tout de suite pour assister à une conférence. Par exemple, hein, c'est ce qu'on a vécu pendant le Covid où les utilisateurs qui étaient chez eux avaient potentiellement besoin d'installer des plugins, des add-ons. Là, du coup, c'était compliqué parce que fallait forcément solliciter un administrateur pour effectuer l'action. Là, ici aussi, on peut avoir le cas, comme je le disais il y a quelques instants, d'exécution d'outils de diagnostic et qui sont problématiques puisque dans certains contextes, on a besoin de cette élévation pour pouvoir avoir plus d'éléments. Donc aujourd'hui, avec Endpoint Privilege Management, l'objectif, ça va être de répondre à tous ces éléments sur comment est-ce qu'on va pouvoir aider l'utilisateur à faire des actions sans pour autant le mettre administrateur de la machine et donc derrière lui permettre d'exécuter des actions qui va le nécessiter. À titre d'exemple, aujourd'hui, chez Microsoft et d'autres clients, donc on a mis en place les contrôles de ce type-là pour réduire le coût de fonctionnement en tant qu'utilisateur standard sans trop élever, donc sans trop permettre les usages côté administrateur. Et donc, en fait, des organisations qui aujourd'hui exigent que les utilisateurs finaux puissent exécuter un ensemble d'actions approuvées, tout en exécutant en tant qu'utilisateur standard, peuvent donc avoir la possibilité de traiter des élévations à la demande sans pour autant aller solliciter un support ou un administrateur IT pour obtenir ces droits-là. Donc, les entreprises qui peuvent supporter le coût de l'exécution en tant qu'utilisateur standard ont mis en place des processus en général d'assistance et d'utilisateurs finaux qui sont plutôt coûteux et qui constituent des coûts perpétuels pour les entreprises qui doivent les absorber. Donc, par exemple, cela va inclure aujourd'hui des licences de produits tiers, donc qui ont déjà la possibilité de faire ces actions, qui sont généralement coûteux et qui pourraient être utilisés donc, pour justifier et développer leur investissement dans des technologies de gestion et ainsi de suite. Donc là, en fait, le but aujourd'hui, c'est bien de répondre à cette problématique, donc de comment on va pouvoir élever une application sans pour autant être administrateur, donc réduire les risques en termes de sécurité, et tout en ne sollicitant plus forcément les équipes d'IT et les équipes de support pour permettre typiquement l'installation d'une imprimante, l'exécution d'un outil de diagnostic pour pouvoir avancer sur du troubleshooting. Donc là, pour résumer, ce que l'on va nécessiter pour pouvoir avancer, donc c'est obtenir une licence donc soit autonome, soit incluse dans une Suite, comme vient de vous l'expliquer Olivier. Et donc, on va pouvoir offrir à vos utilisateurs une facilité d'utilisation pour des usages qui vont nécessiter une élévation de privilèges sans donner le droit d'administrateur local.
Vous aurez la possibilité de suivre les usages via des rapports directement dans Intune, donc savoir quelles sont les applications qui ont été sollicitées par l'utilisateur, quelles sont les applications enfants qui ont été sollicitées par l'élévation initiale. Typiquement, lorsque je vais demander une élévation de privilège, est-ce que cela va déclencher d'autres applications? Donc, on aura la chance de revenir un peu plus en détail sur les possibilités de configuration et qu'est-ce que cela signifie. Et enfin, on n'oublie pas que l'objectif, encore une fois, c'est bien d'aller supprimer le droit administrateur que vous pourriez donner à vos utilisateurs, donc les laisser utilisateurs standards et leur permettre d'élever des applications par rapport à ce que vous avez, vous, approuvé. On le verra dans des cas d'usage, comment est-ce qu'on peut ajuster cette configuration en fonction de vos besoins. Juste par rapport au positionnement aujourd'hui de EPM, sachez qu'en fait, ça fait partie d'une stack globale d'éléments de configuration et de sécurité. Donc aujourd'hui, si on reprend le fonctionnement du poste, on va avoir Windows qui va être au cœur donc, de cet élément d'usage, donc avec une configuration des utilisateurs non administrateurs. La couche juste après qui intervient est l'apps. Donc l'apps est une solution de gestion de mot de passe d'administrateur local où on va pouvoir gérer les rotations des mots de passe des administrateurs locaux, enfin de l'administrateur local, pardon. Ensuite, on a la couche EPM qui est le sujet du jour, donc Endpoint Privilege Management. Une fois qu'on ragrandit un peu plus le cercle, on va avoir donc WDAC pour Windows Defender Application Control et ASR pour les règles de surface, enfin les règles de réduction de surface d'attaque. Donc là, ici, l'objectif va être de bloquer les applications ayant un comportement malveillant. Et enfin, derrière, la version, la bulle la plus haute va concerner donc les next-gen antivirus et les EDR, où là, l'objectif va être de capturer tous les autres comportements anormaux des applications. Donc, une fois qu'on a mis tout cela en place et qu'on a tout configuré, on va réduire grandement les possibilités de dysfonctionnement de la machine par quelque moyen que ce soit et surtout permettre malgré tout à vos utilisateurs de pouvoir réaliser des actions d'élévation quand par exemple ils sont chez eux et qu'ils ont besoin d'installer une application, une imprimante et ainsi de suite. Donc voilà l'objectif. Pour atteindre cet objectif, on va avoir quelques prérequis. Donc, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, Olivier, l'un des prérequis, bien entendu, c'est d'avoir accès à Intune. Donc là, aujourd'hui, à minima, on va nécessiter donc la licence Intune P1 qui correspond à la base standard pour notre usage. On va pouvoir acquérir soit une licence standalone, donc Intune plus la licence standalone pour EPM, ou directement prendre le package Intune Suite et donc bénéficier de tous les avantages que vous a expliqué au début de cette présentation, Olivier. Bien entendu, toute la gestion derrière de cette configuration ensuite se fera au travers du portail Intune. Une fois qu'on a fait cette étape-là, l'étape suivante va consister à configurer à minima votre tenant. On verra juste après un petit peu plus en détail les éléments. Mais là, grosso modo, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on va avoir besoin d'effectuer 2 éléments de configuration sur la gestion du poste de travail. Et aujourd'hui, si vous bénéficiez d'Intune, ces 2 éléments-là sont déjà configurés. Donc par ces 2 éléments, c'est l'activation des données de diagnostic et la surveillance de l'état de santé du poste. Une fois que cela est fait, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est quels sont les devices compatibles. Donc aujourd'hui, vous avez Windows 10 20 H2 et Windows 11 21 H2 qui sont compatibles. Bien entendu, ce sont les versions minimales. Donc toutes les versions ultérieures sont prises en charge. Concernant la spécificité, pour ceux qui auraient déjà du co-management, on va être en capacité d'aller pouvoir manipuler les machines qui sont co-managées par SSM ou qui sont dans Intune. Donc ça, c'est le premier avantage. Si jamais vous êtes co-managé, on va pouvoir aller plus loin que le simple fait de passer par la console Intune. Point de détail particulier concernant la mise à jour. Attention, ici, on parle bien de mise à jour d'avril 2023. L'objectif ici est de résumer l'ensemble des mises à jour disponibles, puisque en fonction des versions de Windows, c'est soit des KB de février, soit des KB de mars. Retenez une chose, à minima, la mise à jour d'avril, et si on est à date, de toute façon, aujourd'hui, à minima, vous avez la mise à jour du mois de juillet. Les mises à jour étant cumulatives, vous bénéficiez déjà de tous les avantages et donc de la prise en charge de EPM. Autre point derrière, bien entendu, c'est une technologie qui est basée sur Azure, donc il faudra à minima des postes Azure AD et ou des postes hybrides. Donc on peut mixer les deux, bien entendu, c'est l'un ou l'autre sur le poste de travail, mais si vous avez des postes de travail qui sont Azure AD Join Only, donc uniquement Azure AD Join ou qui sont hybridés, ça fonctionnera. Par rapport aux usages sur les types de licences, professionnels, entreprises, ici je pense que c'est un non-sujet.
À minima, vous avez du professionnel, au mieux, vous avez de l'entreprise. Et enfin, derrière, pour finir, Azure Virtual Desktop et Windows 365, qui sont donc deux technologies de virtualisation des postes de travail, n'est actuellement pas encore supporté pour des usages EPM. Cela arrivera prochainement. Pour finir, un dernier mot, pour que tout cela fonctionne correctement, on aura la nécessité d'ouvrir un flux, donc le fameux dm.microsoft.com. C'est quelque chose qui est déjà utilisé dans le cadre d'Intune. On rappellera juste ici que l'inspection SSL n'est pas supportée pour ceux qui en auraient besoin. Pour finir ici, une fois qu'on a vu tous ces éléments de prérequis, il ne restera plus qu'à aller activer la licence. Donc, vous avez deux possibilités, hein. Soit vous faites l'activation au travers du portail Intune, donc chose que l'on va voir juste après. Sinon, pour ceux qui ont des gestionnaires, il y a la possibilité aussi d'aller activer les licences directement dans le portail d'administration admin.microsoft.com, donc qui est le portail d'administration M365. Donc, à partir du moment où vous avez activé les licences, vous pourrez commencer à utiliser le produit. Concernant son activation côté Intune, relativement simple, hein. En se rendant dans la partie Endpoint Security, puis Intune Add-on, vous allez avoir la possibilité de choisir le type de plan que vous voulez utiliser. Donc, soit ici, vous allez pouvoir bénéficier du plan Intune Suite, donc avec tous les avantages que vous avez évoqués aussi, Olivier, tout à l'heure, ou de prendre l'option Standalone. En fonction du choix, de toute façon, par rapport à ce que l'on va voir là tout de suite, ça n'a pas d'impact. C'est l'un ou l'autre, vous pouvez mettre les deux en fonction des types de licences que vous voulez acquérir. Donc là, ici, une fois qu'on a fait cette action d'acquisition de licence, donc on pourra aller créer des politiques et donc gérer la partie élévation de privilèges. Une fois que donc on va accéder à la partie élévation de privilèges, la première chose que l'on va devoir créer au niveau de EPM, ça va être une règle d'élévation. Donc là, ici, l'idée derrière, c'est de dire j'autorise tout ou je bloque tout. On reviendra un peu plus en détail sur ce que ça peut offrir en termes de configuration juste après, puisqu'on verra l'ensemble des éléments possibles et on aura une description de tout ce que l'on peut faire sur cette partie-là. Juste un point d'attention pour permettre une gestion par la suite, donc il faudra tout bloquer. Parce que derrière, si vous autorisez tout, on va rentrer dans un scénario qui est plutôt, comment dirais-je, je perds mes mots, qui est plutôt trop ouvert et en termes de sécurité, c'est un peu moyen. Donc c'est pour ça qu'ici, la capture d'écran est basée sur un élément où pour le moment on a mis non configuré, puisqu'on reviendra sur le détail juste après. Une fois qu'on a fait cette action, restera plus qu'à gérer les règles d'élévation. Là, concrètement, c'est ici que l'on va pouvoir aller faire du détail, à savoir typiquement, est-ce que je veux autoriser mon application Notepad, est-ce que je veux utiliser mon application Procmon pour le troubleshooting, et ainsi de suite. Ces éléments-là, on les reverra dans quelques instants au travers de différents cas d'usage où on vous montrera comment est-ce qu'on configure et on utilise le produit. Avant ça, juste un petit mot sur comment est-ce que fonctionne du coup EPM. Donc, c'est relativement simple. L'objectif, c'est d'offrir la possibilité à vos utilisateurs d'effectuer une élévation de privilèges. Toutefois, on va utiliser un mécanisme spécifique. Par mécanisme spécifique, on le verra, on a un bouton qui sera dédié. Et donc, l'objectif, c'est que lorsque l'on va demander l'exécution d'une élévation de privilèges, on aura une détection par le module qui sera installé sur le poste de travail de façon autonome et on capturera la demande d'élévation de privilèges. À partir du moment où la capture de l'élévation de privilège a été obtenue, on aura une action d'élévation. Attention ici, l'action d'élévation que l'on a sur la capture d'écran est positive parce que l'application est du coup autorisée. Bien entendu, si l'action est bloquée et ou interdite, à ce moment-là, on aura un message différent avec un message d'erreur qui indique à l'utilisateur, donc dans sa langue, sous-entendu rattaché à la langue du poste de travail, le type de message d'erreur. On reviendra sur un cas particulier aussi lors des démos sur une particularité concernant les applications téléchargées directement sur Internet. Au niveau de l'architecture des flux, relativement simple. À partir du moment où vous allez donc activer EPM au travers de votre portail Intune, automatiquement, on va aller enrôler vos périphériques dans la partie EPM. Cela signifie qu'on va déployer une application sur le poste de travail pour gérer cette élévation de privilèges. Cette action-là est complètement transparente pour vous. Vous avez juste à activer, on s'occupe du reste. Une fois que la machine donc, a reçu son enrollment, elle ira s'enregistrer et dès lors qu'elle est enregistrée, elle pourra recevoir des polices. Donc les polices, c'est ce que l'on en a vu, hein, c'est quelles sont les capacités d'élévation et ensuite, à partir du moment où on a la capacité d'élévation, quelles sont les règles qui sont associées. Une fois que tout cela est mis en place sur le poste, l'utilisateur pourra faire cette action.
les actions d'élévation, les actions, voilà, les actions d'élévation. Et une fois que l'élévation est faite, donc l'information sera traitée au niveau du portail et on aura la possibilité, au travers de cela, d'avoir de l'information sur qu'est-ce qui a été élevé vis-à-vis de l'utilisateur. Voilà grosso modo le schéma de flux et comment est-ce que ça fonctionne. Donc, c'est pas compliqué, c'est relativement simple à mettre en place. En termes d'action, c'est un minima pour configurer le poste à recevoir EPM. Ensuite, derrière, reste à vous la configuration de ce que vous souhaitez avoir sur les postes de travail. Et là, pour le coup, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, par rapport à la partie élévation de privilèges, ce que l'on va avoir, donc, c'est les possibilités donc, d'activer et désactiver EPM. Donc là, ici, à partir du moment où l'on active, comme je vous l'ai dit, l'agent va s'installer automatiquement sur le poste de travail. Si jamais vous désactivez l'agent, sachez que la désactivation est immédiate, la suppression se fera sous 7 jours. Ce qui veut dire que derrière, on va avoir une rétention qui va permettre de conserver l'application si jamais une erreur de manipulation a été effectuée. À partir de là, on va pouvoir gérer la partie réponse aux élévations. Donc, refuser toutes les demandes, typiquement, va permettre de bloquer l'action d'élévation par défaut. Et donc, à chaque fois, on rentrera, si l'application est connue, dans une demande de confirmation. Donc, quand on exigera la confirmation de l'utilisateur, on aura le choix de lui demander soit une justification et ou une authentification. La partie authentification sera basée typiquement sur le code PIN de Windows Hello pour permettre de faciliter l'authentification de l'utilisateur sans qu'il ait à ressaisir systématiquement un mot de passe qui pourrait être potentiellement complexe. Petit mot, plusieurs options de validation peuvent être sélectionnées, comme je l'ai dit, l'un et ou l'autre. Et donc derrière, si jamais vous ne sélectionniez aucune de ces options, par défaut, il suffit à l'utilisateur de cliquer sur Continuer quand il aura la demande d'élévation de configuration. Petit point, si vous ne configurez pas, si vous utilisez la fonctionnalité non configurée, on sera identique à refuser toutes les demandes. Donc, ça veut dire que les réponses par défaut ne seront traitées que pour les demandes provenant du menu contextuel exécuté avec une demande d'accès élevée. Concernant l'envoi des données, sachez qu'on a la possibilité d'envoyer des données chez Microsoft. Cela sera utile typiquement pour traiter les rapports. Vous avez la possibilité de ne pas envoyer des données. Sachez que si vous n'envoyez pas des données, un certain nombre d'informations ne pourront pas être consommées. Et si donc on passe sur la partie reporting, l'objectif c'est d'avoir plusieurs niveaux offerts pour le choix des élévations et savoir qu'est-ce que l'on va remonter. Donc typiquement, quand on choisira les données de diagnostic avec élévation managée uniquement, donc là ici on va uniquement remonter les informations qui vont concerner les fichiers élevés qui ont une règle. Si pas de règle, pas d'informations remontées. À l'inverse, si vous sélectionnez les données de diagnostic et toutes les élévations du point de terminaison, là, pour le coup, toutes les données seront remontées et cela pourra être utile si jamais l'utilisateur a souhaité exécuter une application pour laquelle vous n'avez pas encore trusté l'application. Là, pour le coup, vous aurez un certain nombre d'informations qui seront disponibles directement au travers des rapports. Enfin, dernière possibilité, donc les données diagnostiques uniquement. Donc là, ici, pour le coup, on aura les informations sur l'élévation de fichiers qui ne sont pas communiquées au niveau d'Intune. On aura juste une information comme quoi qu'il y ait une tentative. Dès lors que vous avez configuré ces éléments-là, on pourra derrière configurer donc une policy sur la partie élévation. Et donc là, ici, ce qu'il faut retenir, c'est l'ordre d'application des règles. Potentiellement, vous en aurez plusieurs et en fonction des règles, ça va ajuster les éléments. Les règles déployées donc, pour un utilisateur ont la priorité sur les règles déployées par rapport à un périphérique. Aussi, si la règle a un hash qui est défini, est toujours considérée comme la règle la plus spécifique par rapport à une règle qui n'aurait pas de hash. Si plusieurs règles s'appliquent, donc par exemple sans hashage défini, la règle dont les attributs sont les mieux définis l'emporte. On verra juste après la partie attributs et qu'est-ce que cela signifie. Derrière, si l'application, si la logique de cette application aboutit à plusieurs règles, ce qui peut être une possibilité, c'est la confirmation de l'utilisateur qui sera mise en avant, puis la partie automatique. Donc derrière, tout le processus est bien pris en charge. Au niveau des types d'élévation, comme on l'a dit, on a la possibilité donc, de faire de l'élévation automatique ou de la confirmation utilisateur. Quand on parle d'élévation automatique, on va parler d'éléments qui vont être transparents pour l'utilisateur. Donc, il n'y aura aucune demande faite, juste l'affichage du petit écran comme on l'a vu au début, et il aura juste à cliquer sur Continuer. Enfin, derrière, sur la partie confirmation de l'utilisateur, on revient à ce que l'on a dit il y a quelques instants, justification métier, authentification Windows, l'un et ou l'autre. Point particulier concernant le contrôle des processus enfants. Qu'est-ce que déjà cela signifie ?
À partir du moment où vous allez demander une élévation de privilège et que l'application typiquement nécessite l'installation de plugins, il y a potentiellement une possibilité de déclenchement de processus enfant. Donc vous avez votre Notepad++.exe qui est lancé, peut-être qu'il appellera un .NET Framework à installer pour le complément. Là, ici, vous allez pouvoir gérer la possibilité ou non d'effectuer de l'élévation de privilèges avec enfant ou non. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que le contexte par défaut de Windows élève forcément les processus enfants. Ce qui veut dire que là, si jamais vous arrivez à un blocage des processus enfants pour X ou Y raison, attention à bien vérifier le comportement que cela pourra avoir sur le poste de travail. Typiquement, si vous bloquez le processus enfant alors que ça est nécessaire, vous pourrez avoir qu'une installation partielle. Au niveau de la partie attributs, comme je le disais tout à l'heure, on a la possibilité de récupérer des informations assez rapidement avec la commandelette getFileAttribute. Là, ici, l'objectif, ça va être de remonter rapidement l'ensemble des éléments qui sont nécessaires à la création d'une règle. Donc, on le verra dans la démo, on a d'autres possibilités. Je vous invite très fortement à utiliser cette règle-là, puisque comme on peut le voir dans la commandelette, on a la possibilité donc d'aller chercher le fichier exe. On remontera l'ensemble des éléments qui vont être nécessaires à la configuration de ma règle qui est sur la gauche. Donc là, ici, on aura juste à faire du copier-coller. Et enfin, point intéressant, on aura la possibilité d'extraire l'ensemble des certificats de l'application. Ce qui veut dire que l'application dispose d'une signature qu'on nomme publisher. On pourra utiliser ce publisher-là directement avec les éléments. Et si jamais il y a toute une certification d'autorité associée, vous aurez aussi les certificats. On aura l'occasion de voir ça un petit peu plus en détail dans la démo qui vient juste après. Juste petit point concernant l'usage des sécurités, gardez à l'esprit que moins on met d'informations, moins on met d'éléments, moins c'est sécurisé. C'est moins sécurisé dans le sens où il sera plus facile de contourner les éléments si jamais vous ne remplissez pas le maximum d'informations. Typiquement, aujourd'hui, si vous mettez juste le nom du fichier et le pass, il suffira à n'importe qui de réutiliser le même nom de fichier et stocker dans le chemin d'accès et il pourra exécuter l'application. Donc, à minima, ce qu'on viendra mettre, c'est le hash du fichier. On pourra rajouter le certificat et plus on renseignera de zones d'attributs et plus la règle sera complète et plus le contournement deviendra difficile, voire impossible. Donc là, en l'occurrence, ici, on voit que j'ai renseigné le nom du fichier, le chemin d'exécution, ce qui veut dire que si le fichier est stocké ailleurs, ça ne fonctionnera pas. La source de signature ici n'est pas alimentée. Donc si je rentre dans le top du top, j'aurai associé le certificat. Je positionne le hachage, le minimum de version minimale et le nom du produit. Donc, on aura l'occasion de voir ça dans un scénario et l'impact que ça a en termes de configuration. Bien entendu, sur la partie chemin d'accès ici, on a un chemin qui est indiqué en dur. On a la possibilité de mettre une variable d'environnement. Donc voilà sur la partie présentation de comment fonctionne Endpoint Analytics. On va aller rapidement voir qu'est-ce que cela a comme impact d'un point de vue reporting. Donc sachez qu'aujourd'hui dans Endpoint Privilege Management, vous avez la possibilité d'avoir 3 rapports et donc sur ces 3 rapports, différents éléments vont pouvoir être affichés. Donc là ici typiquement sur le rapport d'élévation, on va avoir la liste des personnes qui ont demandé une élévation, sur quelle machine, quel est le fichier qui a été utilisé, le publisher de l'application, le type d'exécution et enfin, derrière, en rentrant dans les détails, nous pourrons avoir la possibilité de remonter un certain nombre d'informations qui pourront être utiles si jamais on souhaite déclarer une règle par la suite. Donc là, typiquement, sur la partie file information, on retrouve les éléments qu'on a vus juste avant avec notre commande PowerShell et qui permettraient typiquement à un IT, si l'application est validée, de produire une nouvelle règle spécifique pour cet utilisateur. Point particulier ici sur la capture d'écran, on ne voit pas la colonne, mais on a bien un eurodatage disponible. Autre rapport disponible, donc l'élévation managée qui permet d'avoir grosso modo les mêmes éléments que l'on a vus précédemment, sauf sur les applications qui, elles, sont toutes managées. Donc là, typiquement, ici, on ne verra que les applications autorisées. Enfin, derrière, un nouveau rapport qui est sorti il y a quelques jours, c'est l'élévation par application. Et donc là, ici, l'objectif, c'est de remonter typiquement pour mon application Microsoft Edge Update, combien de fois l'application a été exécutée. Donc là, ici, l'objectif, c'est de remonter les informations sur les applications qui ont été lancées. Donc voilà grosso modo comment fonctionne EPM et comment fonctionne la partie reporting. Juste point particulier qui est important de rappeler, qui est cité tout en bas à droite, c'est qu'à partir du moment où vous aurez effectué des élévations de privilèges, vous n'aurez pas la visibilité immédiate dans les rapports. Vous devrez attendre à minima 24 heures pour que les données soient traitées et soient affichées dans les rapports. Donc une fois qu'on a vu tout ça, je pense qu'aujourd'hui vous avez compris à quoi sert EPM.
Maintenant, ce que je vous propose, c'est de rentrer rapidement dans des cas d'usage et de vous montrer en fait des scénarios que l'on a pu rencontrer chez nos clients. Comment est-ce que ça a été configuré et comment est-ce que vous pourriez, vous, faire l'équivalent ou faire des choses en amélioration pour qu'on puisse répondre à l'objectif qui est, pour rappel, supprimer les droits administrateurs sur un poste de travail et permettre à un utilisateur avec un compte standard, dans des cas particuliers, d'exécuter des applications. Donc typiquement, comme on l'évoquait tout à l'heure, une imprimante. Rapidement, pour le scénario numéro 1, l'objectif ici, c'est d'enlever le droit administrateur et de conserver malgré tout la possibilité de lancer des applications. Attention ici, tout de suite, c'est un scénario qui n'est pas recommandé puisqu'en termes d'action, cela revient quasiment à mettre un utilisateur administrateur. Toutefois, ici, à chaque fois qu'une application sera lancée, potentiellement, on pourrait exiger que l'utilisateur tape son code PIN et tape une justification pour justifier le besoin de son élément. Bien entendu, ici, c'est un scénario qui pourrait être typiquement envisagé par rapport aux développeurs. On sait que les développeurs, en général, on est nommé administrateur de leur poste. Bah, typiquement, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Donc là, ici, je vous propose de rapidement voir une vidéo de présentation sur le premier cas d'usage. Et donc, l'objectif, c'est bien d'activer la fonctionnalité, de demander une confirmation utilisateur, donc avec une justification business et une authentification. Attention, ça sera toujours business justification puis authentification. Et ensuite, on autorise toutes les élévations sans restriction. Donc là, ici, ça signifie qu'à partir du moment où je vais vouloir exécuter une application et que j'utilise les fonctionnalités de base, ça ne fonctionnera pas, je serai obligé de passer par l'exécution via EPM, qui est le test qu'on va effectuer juste après. Donc là, je fais un clic droit, exécuter avec un accès surélevé. Je vais tomber donc sur ma fenêtre indiquant la business justification. Donc là, ici, je mets la raison pour laquelle je souhaite exécuter le lancement de l'application. Ensuite, je valide et je saisis mon code PIN. La business justification n'est pas un élément qui est bloquant. Le code PIN, s'il est erroné, l'exécution de l'application ne fonctionnera pas. Note particulière, pour ceux qui seraient amenés, comme ici, à télécharger les applications directement sur Internet, on risque d'avoir un blocage qui est connu. Donc là, l'application a été téléchargée, le blocage a été levé, mais sachez qu'on peut avoir un blocage connu. C'est quelque chose que l'on va voir d'ici quelques secondes. Et donc, l'objectif derrière, c'est de vous montrer un cas d'usage qui peut être bloquant si jamais vous n'avez pas prêté attention ou si vos utilisateurs n'ont pas prêté attention au fait qu'une application téléchargée sur Internet, l'entête est modifiée. Donc là, ici, on va parler de Mark of the Web. Donc le MOPW est présent sur le fichier ici. Donc là, on voit très clairement qu'on a l'option de déblocage. Donc c'est une application téléchargée sur Internet. Et donc là, ce que l'on va faire, c'est que si j'exécute malgré tout cette application provenant d'Internet, autorisée, mais marquée par le Mark of the Web, EPM refusera l'exécution de l'installation de l'application malgré avoir donné un bon code PIN et une justification business. Le message est très clair, hein, car l'application provient d'un accès Internet. Donc là, ici, on retrouve l'information à cet endroit. Dès lors que l'on aura enlevé le marqueur, bien entendu, on rentrera dans la même application que l'on avait dans le répertoire parent, c'est-à-dire une application autorisé et pour lequel le mark of web est absent et donc l'exécution passera. Là ici, sans mark of the web, je lance mon exécution et on voit que donc le code PIN se déclenche et dès que le code PIN est fini, mon application est installable. Donc ça, c'était pour le premier scénario, donc celui du cas OpenBar. Maintenant, on veut donner un peu plus de flexibilité et pour cela, donc on va reprendre le scénario 1, mais on va brider uniquement pour des éditeurs approuvés et donc qui sont validés dans mon environnement. Attention, l'utilisation ici d'un certificat et d'un nom de fichier offre une protection plutôt limitée contre l'utilisation abusive d'une règle. Les noms de fichiers peuvent être modifiés, comme je le disais tout à l'heure, hein, par n'importe quel utilisateur standard, à condition qu'il ait accès au répertoire où réside le fichier, ce qui est en général le cas quand c'est dans la partie download. Donc cela pourrait être un problème. Et donc là, ici, ce que l'on va faire pour renforcer un peu plus la partie sécurité, c'est qu'on va passer par un certificat. Donc là, ici, pour ce scénario-là, on va reprendre la même type de configuration, si ce n'est que par défaut, on bloquera toutes les exécutions. Donc là, typiquement, sans règle à présent, si je lance mes applications que j'ai stockées ici, tout est bloqué.
Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller extraire mon certificat et je vais créer une règle reusable setting, donc une règle qui sera réutilisable. Ici, l'objectif, c'est vous démontrer que si jamais on était amené à créer une règle avec ce certificat-là pour l'ensemble de mes applications, bah, j'aurai la possibilité derrière de réutiliser ce certificat pour toutes mes applications et recréer une règle. Là, ici, dans le cadre de la démo, volontairement, je n'ai pas utilisé la commande PowerShell de PM, j'ai utilisé une autre possibilité qui est le get authenticate signature qui va me permettre d'extraire le certificat. Bien entendu, pour ceux qui voudraient extraire uniquement le hash d'un fichier, on pourrait faire un get file hash. Donc là, ici, l'objectif, c'est de vous montrer d'autres opportunités si jamais vous n'aviez pas les commandes PowerShell de disponibles. Personnellement, je préfère les commandes EPM puisque vous avez tout au sein d'une même règle. Donc là, ici, j'importe le certificat. Maintenant, je vais créer une nouvelle règle. Et quand je vais créer cette nouvelle règle, volontairement, je vais laisser des champs vides comme le nom de l'application. Donc là, ici, on est un peu open bar. Ce n'est pas forcément terrible puisque toutes les applications qui seront signées avec ce certificat pourront être exécutées sans difficulté. Donc là, ici, je remplis le nom de la règle, donc qui va concerner mes tools sysinternals. Je vais derrière définir une règle à ici authentification, ce qui veut dire que je n'aurai besoin que d'une authentification et par défaut, je vais autoriser l'exécution de tous les processus enfants. Ici, je vais aller sélectionner le fait de réutiliser un certificat existant, ce qui veut dire que si jamais j'avais donné une règle par nom d'application, bah, j'aurai la possibilité ici d'aller créer de multiples règles. Ici, volontairement, je veux utiliser une règle pour couvrir tous mes cas d'usage. Donc, une fois que j'ai créé ma règle, comme d'habitude sur Intune, je vais aller cibler mon groupe de population au niveau de l'assignment. Et une fois que c'est ciblé derrière, il ne me restera plus que sur le poste de travail à effectuer une demande de synchronisation pour recevoir la règle. Dès lors que la règle sera appliquée sur le poste de travail, on pourra valider que celle-ci est fonctionnelle. Là, ici, je vais dans la partie synchronisation, je synchronise. Une fois que ma synchronisation est terminée, ici, voilà ce qui est le cas, ce qui était plutôt rapide, je vais pouvoir lancer l'exécution de mes applications. Voilà, donc ici, comme je le disais, on ne demande pas de justification business, mais uniquement une confirmation via le code PIN et je lance mes applications. Ici, encore une fois, on est plutôt dans un comportement large. Ce qu'on va plutôt recommander, c'est d'alimenter un maximum d'attributs pour limiter la possibilité d'utiliser les applications. Là, ici, par exemple, si j'avais PSExec dans mes applications de disponibles, bah, l'utilisateur aurait la possibilité de lancer une élévation sur PSExec et de faire des actions qui ne sont pas souhaitables. Donc du coup, le meilleur scénario aujourd'hui, ça va être pour moi le scénario 3, c'est celui qu'on va recommander. Du coup, là ici, on reprend le scénario numéro 2. Et donc, comme je le disais, l'objectif, ça va être de limiter au maximum l'exécution des applications via le certificat et via les attributs. Donc là, dans le cadre de la vidéo, comme pour le scénario 2, on voit que c'est de toute façon la même règle. On active EPM, on bloque toutes les requêtes par défaut, on autorise la remontée des éléments pour avoir de l'information. Donc là, ici, on va donc avoir le cas où je vais volontairement vouloir exécuter de Notepad++ sur une version dont la release, enfin, la build pardon, n'a qu'un niveau minimal d'éléments de configuration. Et donc ici, il y a le même certificat. Donc si j'avais utilisé la méthode précédente, le même certificat me permettrait d'exécuter les deux applications. Là, ici, pour le coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller remplir le maximum d'attributs. Et comme je le disais tout à l'heure, en utilisant getFileAttribute, je vais pouvoir aller cibler l'application qui m'intéresse. Donc là, en l'occurrence, la version 8.5.4. Et je vais configurer la demande de sortie du cert output path qui va me permettre de sortir les certificats dans un dossier. Comme on l'a vu tout à l'heure, ici, j'ai l'ensemble des éléments qui sont utiles pour la configuration et je vais avoir accès à l'ensemble de mes certificats dans le dossier d'extraction. Donc ici, je retrouve bien mes certificats. À partir du moment où j'ai ces éléments-là, ça va être très simple pour créer une règle puisque je vais pouvoir aller faire du copier-coller. Donc là, ici, pour moi, c'est la meilleure solution. C'est un facilitateur pour créer une règle. Donc là, je crée ma règle dédiée à mon Notepad 8.4. Je vais créer une nouvelle instance de cette règle-là, donner le nom de la règle qui m'intéresse. Donc là, ici, je reprends le nom de l'application pour faciliter son identification. Donc ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez.
Au niveau de la partie élévation ici, je vais aller sélectionner donc une élévation automatique puisque je ne veux pas traiter les éléments. Concernant le file name, ici, je vais copier-coller directement le champ qui est disponible dans ma requête. Petite parenthèse, bien entendu, ici, je récupère un exe. Pour le moment, on ne peut élever que des exes. L'élévation de MSI, de fichier MSI, arrivera dans une prochaine itération. Donc là, ici, pour le moment, on est cantonné aux exes. Et donc, les MSI devraient arriver prochainement. Donc là, j'alimente les différents champs. Pour rappel, plus les attributs sont inscrits et plus ma règle sera passée en priorité si jamais j'ai d'autres règles qui seraient équivalentes. Donc là, je remplis l'ensemble des éléments. Bien entendu, internal name, je n'ai pas d'information, je continue. Là, ici, je pourrais scoper si je le souhaite. Sachez que là, on rentre dans de la fonctionnalité Intune normale. Donc, on va avancer. Ici, on va directement aller sélectionner un groupe de travail, enfin un groupe de machines un groupe de machines ou un groupe d'utilisateurs. Ici, je cible uniquement sur mes machines pour des facilités. Je déclenche ma synchronisation. Attention, la synchronisation ici peut être plus ou moins longue. Bien entendu, c'est du pur Intune. Et une fois que la synchronisation est arrivée, je peux exécuter uniquement mon application 8.5.4. Si je lance l'application 8.5.3, malgré le fait que j'utilise le même certificat, compte tenu que la version minimale demandée est la 8.5.4, là ici je me retrouve dans un use case où je ne peux pas lancer l'application. Donc voilà comment fonctionne EPM et comment est-ce que ça permet d'élever uniquement sur des besoins particuliers. Juste un petit mot rapide, si jamais vous aviez besoin de faire de troubleshooting sur la partie EPM, la première chose qui va être intéressante, comme on l'a vu, c'est comment obtenir les commandettes EPM. Donc sachez qu'à partir du moment où vous avez activé EPM, le module s'installe. Et dans le module qui est installé ici, dans la partie C2.Programme File Microsoft EPM Agent et ensuite EPM Tools, vous avez le PM commandelet.dll que l'on va pouvoir importer. Une fois que l'on a importé la commande, les commandelets, on pourra faire un get command-module EPM commandelet et avoir l'ensemble des éléments qui vont vous permettre d'aller vérifier la configuration du poste. On ne va pas tout de suite rentrer dans le détail de tout ce qu'il est possible. La seule chose que je vous invite à retenir, c'est qu'on a le get policy type elevation rules qui va vous permettre d'avoir l'ensemble des règles par rapport aux applications nommées. Et si vous remplacez les elevation rules par le client settings, vous aurez la possibilité de voir ce qui a été configuré. Typiquement, est-ce que j'autorise toutes les applications ou non? Donc voilà le petit tips ici. Bien entendu, il y en a d'autres. Il y a d'autres éléments. Aujourd'hui, on est là pour présenter la partie EPM. On n'ira pas plus loin dans la partie troubleshooting. Donc voilà pour la partie EPM. À présent, ce que je vous propose, c'est qu'on bascule rapidement sur la partie ressources et Q&A. Sachez qu'ici, vous avez accès à l'ensemble des liens qui seront utiles pour aller plus loin sur les éléments. Donc, si jamais vous n'avez pas de contrat unified, vous pourrez, via ces liens acap.ms, consulter plus d'informations sur typiquement le pricing, sur ce qui est inclus ou non dans les plans et ainsi de suite. Si jamais vous avez la chance d'avoir un contrat unified, nous vous invitons à consulter directement vos sésames pour avoir l'ensemble des éléments qui vont vous permettre d'avancer sur le sujet et si besoin d'obtenir un CSA pour vous aider à avancer sur la mise en œuvre de cet nouvel outil. Donc ici, bien entendu, on couvre Intune Suite, donc EPM, Advanced Endpoint Analytics et aussi tous les autres outils. On va passer rapidement sur la partie Q&A. Donc, par rapport aux questions qui ont été listées tout à l'heure, sachez que sur la partie Advanced Endpoint Analytics, donc il y a une question sur la possibilité d'avoir un lien entre la fonctionnalité Endpoint Analytics et un outil ITSM pour ouvrir un ticket d'incident en récupérant les informations depuis le service. Donc là, actuellement, ce n'est pas possible pour le moment et ce n'est pas prévu dans la feuille de route à court terme. Une autre question qui a été posée qui concerne cette fois-ci la partie EPM. Donc, est-il possible d'utiliser EPM pour autoriser un changement d'adresse IP sur le poste, par exemple, où cela est limité aux exécutables? Donc, pour le moment, il n'est pas possible de faire une policy EPM par rapport à un changement d'adresse IP. Cela est limité au processus, donc en renseignant une ou plusieurs informations, donc certificat, publisher hash, comme on l'a vu. Toutefois, j'inviterai juste à prêter attention au fait d'élever la partie cmd.exe ou PowerShell. Attention, si vous élevez ça, vous offrez beaucoup plus de droits que le simple fait de faire ce changement, donc ça ne sera pas quelque chose que l'on va recommander.
Autre question sur la partie EPM, comment va se comporter un SOC manager si un utilisateur utilise EPM? Ouais, là ici, c'est pas très clair. L'intérêt de la question est de voir en fait comment devrait être satisfait la partie SOC au niveau des options de sécurité. Donc là, ici, pour rappel, hein, l'objectif ici, c'est de permettre de l'élévation. Bien entendu, si votre SOC vous demande de ne pas exécuter de l'élévation de privilèges sur des applications particulières, bah là, ça sera plus du fonctionnel que de la technique. Donc voilà, on a fait le tour des questions. Tout à l'heure, il y a eu aussi une question sur la partie plan. On a déjà mis les liens dans la partie Q&A. Donc vous avez l'ensemble des liens qui vont vous permettre d'accéder aux éléments donc pour avoir plus d'informations. Donc voilà, il n'y a pas d'autres questions que l'on doit lister. Ce que je vous propose, c'est qu'on bascule tout de suite ici à un retour. Donc on vous invite à nous faire un retour sur le suivi de cette formation, savoir si cela vous a plu ou pas, si vous avez des éléments à remonter concernant cette partie formation. Donc on laisse encore quelques secondes l'accès à la partie QR code. Et donc, il est l'heure maintenant de vous remercier d'avoir suivi cette formation. Donc, on vous remercie, Olivier et moi-même, de votre participation et de vos questions posées. Un grand merci aussi à Axel, qui est en back-end et qui a répondu à un certain nombre de questions. Bien entendu, cette séance sera bientôt disponible en replay sur YouTube. Donc, dans la partie Q&A, on a déjà précisé les liens vers la partie Windows IT Pro où on a déjà typiquement une présentation sur Autopilot. Vous aurez prochainement cette présentation sur Advanced Endpoint Analytics et Endpoint Privilege Management, et vous aurez aussi accès aux futures présentations donc, qui seront réalisées prochainement. Donc voilà, on n'a plus qu'à vous souhaiter un au revoir et à bientôt pour une prochaine session Global Access.